Parti. Bonsoir à tous et bienvenue pour la séquence de questions des sixièmes rendez-vous d'une campagne agricole avec Frédéric. Donc Frédéric est bien là. Je vais vous le passer dans quelques secondes. En attendant, donc, je vais vous tenir un petit peu aux nouvelles de là où on en est. Donc, les rendez-vous, ça suit son cours. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous qui est consacré au mélange, donc mélange de variétés, les mélanges d'espèces, cultures associées, etc. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez passer par le chat de l'interface écosystème ou bien par le chat de Facebook si vous nous écoutez et regardez depuis Facebook. Voilà. À cause du confinement et puisqu'on est tous confinés les uns, chacun chez soi, en raison de la mauvaise qualité des connexions, on a dû se contenter d'audio. Donc c'est une solution qu'on va tester. On est chacun à distance. Moi je suis à Nantes et puis Frédéric en Sologne sur sa ferme. Et puis les choses devraient reprendre leur cours normal à partir du prochain webinaire qui aura lieu le 25 mai. Donc là on sera en audio et en vidéo comme d'habitude en direct sur une session consacrée à l'élevage. Et puis à la date normale au 22 juin, le dernier webinaire consacré à l'agroécologie. Voilà. Bonjour Frédéric, est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui se passe sur ta ferme? Bonjour. Bon, le confinement en agriculture, c'est je dirais, c'est un grand mot. C'est pas très, c'est pas, ça complique un petit peu le fonctionnement, mais on a en fait énormément travaillé pendant cette période, hein. Depuis que tout le monde a été bloqué, nous, on est parti dans nos champs à fond et on n'a pas arrêté de travailler, quoi. Très bien. Tu as pu semer les cultures de printemps, t'en es où c'est fini? Exactement. La saison est relativement favorable, voire très favorable. On a pu commencer les semis le 8 ou 9 avril. Et puis on a continué dans la foulée. On a dû terminer, il y avait 90 hectares de maïs à semer. On a dû terminer le 13, 13 ou 14 avril. D'accord. Donc ça, on a pu profiter du peu de fraîcheur qui restait pour bien placer les graines. Et on a eu 8 mm suite à la fin des semis. Donc c'est assez génial. Là, aujourd'hui, les maïs sont entre 4 et 5 feuilles. Donc ça se passe bien. Ok. Je sais que tu voulais me parler nous parler de plusieurs choses. La première chose, je crois que tu as utilisé du soufre cette fois. Tu peux en dire quelques mots? Ouais, bah, disons s'inspire pas mal de la méthode Kinsey. On regarde un petit peu comment on peut jouer, essayer de rééquilibrer un peu les différents éléments sur la CEC. On a vu des choses l'année dernière, donc on s'est un peu plus branché dessus cette année. On a glissé environ 20 kilos de soufre élémentaire dans la ligne de semis avec les microgranulateurs. Ça s'est bien passé. Pour l'instant, on voit rien sur le maïs. Par contre, c'était censé limiter un peu les attaques de sangliers. Alors, difficile de dire si c'est ça, mais cette année, c'est beaucoup plus calme au niveau sanglier parce qu'en Sologne, ça peut être assez catastrophique, quoi. Ok. Et aussi, tu voulais me parler d'implantation derrière du pâturage de moutons? Oui, effectivement, on avait pratiquement 35 à 40 hectares à semer derrière pâturage, hein, pâturage de couvert ou pâturage de repousse. Et les moutons ont passé à des endroits quasiment tout l'hiver, voire le plus dur de l'hiver. Et aujourd'hui, on a presque un petit peu oublié les seaux d'eau que l'on a pris pendant tout l'hiver. Et le terrain était bien mâché.
Mais les vers de terre avaient super bien repris la surface. Et puis le disque ouvreur suivi du petit coutre devant les deux disques les deux disques qui positionnent la graine. Là, ça fait un super travail. C'était un peu rugueux, quoi, la surface. On voyait tout le piétinement des moutons, mais la ligne de semis, une fois passée, était bien avec la roulette. Les graines étaient bien posées dans le fond et je suis agréablement surpris de la lever, alors que quand on voyait les moutons pâturer l'hiver, bon, je me disais comment on va arriver à semer le maïs dedans. Va s'élever, c'est impeccable. Ok, ça c'est un sujet, je pense, dont on reparlera la prochaine fois sur donc le prochain rendez-vous consacré à l'élevage, j'imagine. Tout à Pour fait. revenir à nos moutons, si je me permets, euh, il y a aussi cette histoire de mélange qu'on avait vu dans le rendez-vous numéro un. Alors, de mémoire, il devait y avoir du radis, de la févrole, des pois, et des choses comme ça. Je sais que tu as fait de la vidéo dessus. Tu peux nous en dire un mot? Ça, c'est la plus belle réussite sur la ferme cette année. En fait, depuis quelques années, j'a- je faisais un peu d'opportunisme, c'est-à-dire que les mélanges classiques que l'on met entre deux maïs, c'est févrole poivès ou févrole poivès céréales. Et puis de temps en temps, on les récolte. Ça se passe pas trop mal. Et cette année, sur 3 hectares et demi, j'ai fait févrole poivès radis, radis fourragé semé après maïs sur une parcelle qui était très propre. On a simplement mis un kerb pour assurer le côté graminé, parce qu'une orge précoce doit venir après. Aujourd'hui, c'est sensationnel, quoi. On a des févroles qui font quasiment 1,20 m de haut, les pois, les vesses qui bataillent pour arriver à passer au-dessus des févroles. Il n'y a que le radis qui est un peu. Je suis un petit peu déçu, je me demande ce que ça va donner au final. Mais le reste de la parcelle, c'est hyper homogène, ça a très bien passé l'hiver et c'est prometteur. Donc, c'est certainement quelque chose qu'on va démultiplier. J'ai fait quelques vidéos hier et avant-hier dessus et je referai des photos quand tout sera bien en fleurs. Mais je vous donnerai le résultat de c'est vraiment très intéressant. Très bien. Donc, en gros, vous aurez normalement les vidéos dans les jours qui viennent sur l'espace réservé pour suivre un petit peu tout ça. Dernier point que j'aimerais aborder avant qu'on passe aux questions, la situation qu'on vit au niveau là de ce Covid-19 qui a un petit peu chamboulé tout le monde. Alors tu as écrit de mon point de vue, un très bon édito dans le dernier TCS qui est visible sur agriculturedeconservation.com. Avant cette séquence, avant ce rendez-vous, on parlait en fait de la situation en Argentine. Est-ce que tu pourrais nous donner un éclairage dessus? C'est assez intéressant, je trouve. Mhm. C'est les événements qu'on vient de traverser et qui ne sont pas finis de traverser risquent d'avoir encore pas mal de secousses économiques dans tous les sens. Et je pense que l'agriculture peut en profiter parce que on est sur la deuxième ligne et c'était essentiel que l'activité agricole fonctionne. On commence à voir ou à percevoir que l'interdépendance même si elle est nécessaire, peut avoir beaucoup de risques, hein. Simplement une petite pièce qu'on n'arrive pas à trouver et le tracteur est coincé dans le champ, on peut avoir des problèmes d'appro. Et là, récemment, je lisais sur Agritel que eh bien, c'est les ports argentins qui sont bloqués par les dockers à cause du Covid-19. Il y a des problèmes aussi fluviaux et d'autres problèmes en Argentine, mais en ce moment, le trafic, enfin l'exportation que l'Argentine peut faire est bloquée. Donc, en fait, on vit comme par rapport à la pandémie, hein, c'est un peu au jour le jour, mais je pense que ça va nous aider à replacer l'agriculture
disons, comme activité intéressante, et comme l'a dit le président, remettre en place certaines souverainetés. Et là, l'agriculture de conservation est quand même très bien placée quand on regarde l'ensemble des points sur lesquels on travaille. Ok. Juste avant de passer aux questions, il y en a quelques-unes. J'ai envie de revenir un petit peu sur le sondage qu'on vous avait envoyé en amont concernant vos pratiques. Donc, je vais te les redétailler, Frédéric, parce qu'effectivement, on est à l'audio et on ne les voit pas forcément. Normalement, vous allez les voir apparaître sur vos écrans. Donc, si on s'intéresse un petit peu à les personnes qui sont inscrites au rendez-vous d'une campagne agricole, euh, beaucoup, on va dire une bonne moitié, c'est quelque chose qui est assez réparti, pratique le mélange de variétés dans les cultures, colza céréales. Donc, c'est peut-être quelque chose sur lesquels en fait on peut avoir à se poser des questions. Je sais que tu consacres une partie de la conférence que vous pouvez voir dans le replay sur le sujet. Le mélange de cultures céréales protéagineux, c'est quelque chose qui est beaucoup moins pratiqué. Alors, si on regarde un petit peu, en fait, il y en a pas beaucoup qui le font systématiquement et il y en a beaucoup qui le font pas du tout. Je pense qu'il y a pas mal d'histoires là, entre des bio et des non bio. J'aurais aussi peut-être des questions à te poser sur le sujet. Le mélange d'espèces dans les couverts, par contre, c'est vraiment quelque chose, on voit bien, qui est très acquis hein, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une grande majorité d'agriculteurs pratiquent le mélange d'espèces dans les couverts. Et alors, de manière assez surprenante, le mélange d'espèces dans les cultures fourragères, pas tellement. Soit en fait, certains en font pas du tout, jamais, et certains en font beaucoup. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est, voilà, sans doute que le ray gras ou les trèfles purs ou la luzerne pure sont encore des choses qui sont fortement pratiquées. Et peut-être que ça vaut le coup, effectivement, de poser des questions sur cette partie dans les mélanges fourragers. Chose sur laquelle, bien sûr, on reviendra pour le prochain rendez-vous. Sur la partie des plans de campagne, alors on voit quand même qu'il y a pas mal de, enfin le colza associé en France est quand même devenu un petit peu, je vais pas dire la norme, mais quelque chose d'habituel, de routinier, parce que on a quand même pas mal de personnes qui le pratiquent. Ce qui n'est pas forcément le cas des couverts permanents dans les cultures d'hiver, tout ce qui est installation de luzerne et trèfle dans les couverts. Il y en a un peu qui le pratiquent beaucoup, et en fait, il y en a beaucoup qui le pratiquent pas du tout. Et c'est la même chose avec les Bon, cultures de printemps associées à des couverts permanents. Encore moins, ben c'est sûr que c'est encore plus délicat. Et alors, encore moins, céréales d'hiver précoces associées à des couverts temporaires. Et je sais qu'on a reçu une question à ce sujet-là que je te poserai tout à l'heure. Hein. est-ce que je peux Vas-y, réagis. apporter un commentaire par rapport à ça? Parce que, euh, en fait, c'est très intéressant, hein, parce que c'est vrai, quelque part, le colza associé est devenu la norme, et ça, c'est assez génial ce qui s'est passé à ce niveau-là, et c'est grâce à une collaboration de tous les réseaux AC, mais également de spécialistes, et entre autres Gilles Sauzet du Septium, tout le monde s'y est mis, et ça a résolu pas mal de problèmes techniques, agronomiques, et je pense qu'il y a encore énormément à progresser sur cette piste-là. Donc j'aimerais bien pouvoir y revenir. Euh, Couvert permanent, c'est quelque chose qui est quand même plus compliqué. C'est certainement dans les zones argilo-calcaires assez superficielles où c'est difficile d'implanter un couvert en été, ou plus dans le sud. Il y a certainement plus de potentiel. Euh, Par contre, dans les terres plutôt moyennes et un peu plus profondes, on peut faire des rotations avec des couverts peut-être plus facilement. Et l'association avec les cultures de printemps, entre autres maïs et tournesol, il faut revoir un petit peu notre copie. En tant que couvert permanent, ce sera toujours compliqué. Par contre, on a des besoins en tournesol, en betterave, en soja, de plants de campagne au départ, un petit peu dans le même style que le colza, surtout pour les problèmes de ravageurs, les corbeaux, bon, éventuellement les pigeons, les palombes, les sangliers, etc. Et donc là, il y a un beau travail à faire sur ce dossier-là.
Ça va me faire l'occasion de poser moi ma première question. On sait que pour le colza associé ou éventuellement pour les blés précoces associés, c'est normalement l'hiver qui fait le travail. Comment est-ce que tu vois justement la destruction d'une plante compagne bon, imaginons par exemple quelque chose de relativement simple pour cette culture qui a une durée de culture assez longue, la betterave. Qu'est-ce qu'on ferait? On sèmerait une céréale en même temps, on la détruirait mécaniquement, chimiquement. Quelle piste de travail on pourrait avoir? C'est un petit peu compliqué. Bon, déjà en betterave, les bonnes pistes de travail, c'est une organisation un petit peu des lignes, hein, un genre de streptile plus streptile végétal qui permet d'avoir des bandes qui sont, disons, bien dégagées parce qu'on a quand même affaire à des très petites graines, on a affaire à une exigence de positionnement des semences qui est très forte. Une plante qui a peu d'énergie, qui met du temps à s'installer. Donc il faut absolument avoir une bande qui est favorable, éventuellement sans couvert ou avec un couvert qui a fait la première partie et qui a dégagé pendant l'hiver ou que l'on a dégagé. Après, l'associer au démarrage, ça reste une petite plante, c'est un peu compliqué, il faut mieux fonctionner sur le couvert où on a certainement plus d'intérêt, où les plantes où on a certainement plus d'intérêt, c'est les tournesols. Là, il y a certainement une révolution à faire là-dessus. Des gens travaillent à de l'orge ou du seigle pour densifier un petit peu la zone, en fait, le nombre de plantes qui lèvent, faire un petit peu un leurre, et puis après, si c'est des graminées dans un tournesol, c'est pas très compliqué à dégager avec un herbicide. En cas d'agriculture biologique, il faudra que ce soit des lignes de tournesol et des interrants semés qui seront détruits un petit peu. Ok, parfaitement. Si on progresse un petit peu donc dans le sondage, donc je reviens pas sur les bénéfices qu'on peut retirer. On cite l'amélioration de la résistance aux maladies ravageurs, le contrôle du salissement, l'augmentation de la fertilité du sol. Après, à juste titre, enfin juste titre, qu'est-ce que tu penses le fait que sécuriser, augmenter le rendement avec les mélanges de cultures n'est pas mis en avant? Alors, euh, je, je pense qu'on a un petit souci d'idéologie et autour de la fertilité avec les mélanges de cultures. C'est qu'à partir du moment où on associe deux plantes ou trois plantes ou plus, on va avoir des exigences supérieures en matière d'eau, des exigences supérieures en matière de soufre, des exigences supérieures en matière de potasse, de phosphore. Alors si on a une partie légumineuse, les légumineuses vont pouvoir s'autosuffire en partie pour leurs besoins, mais simplement en partie. Donc si on veut aller chercher des augmentations de rendement, il va falloir que le sol ait un très bon niveau de fertilité ou rajouter un peu de fertilité pour accompagner le potentiel. Mais on peut certainement aller chercher plus de rendement avec les associations tout en régularisant le niveau des rendements, même si la quantité de graines récoltées d'une culture par rapport à une autre sera toujours très variable en fonction des conditions. Eh ben, c'est marrant que tu aies fait cette référence-là parce que ça va me permettre en fait d'introduire la première question qui a été posée là, pendant ce direct. C'est une question de Benoît Choreau. Il te dit, est-ce que tu fertilises le métail protéagineux après le maïs? Deuxième partie, chez des agriculteurs qui n'auraient pas le coffre de tes sols, donc en fait effectivement qui n'ont pas le recul, là tu parlais avec l'excellente fertilité, etc. Penses-tu qu'il faille fertiliser au semis? Il faut souvent fertiliser au semis. Euh, Parce que, attention, à partir du moment où on raisonne semi-direct, on a la zone de surface est vraiment en sous-azote quasiment permanente, surtout lorsqu'on vient de faire une récolte de maïs et de maïs grain, on laisse un volume de résidus énorme et pour avaler ce volume de résidus,
les quelques premiers centimètres vont être en sous-azote pendant très longtemps. Donc, faut pas hésiter à fertiliser dès le départ pour installer correctement, même si c'est une base de légumineuses. Ensuite, on a dans le mélange sur la ferme, on a utilisé une azote sous frais. On a mis 40 points d'azote et on a mis pratiquement 90 de SO3. On a fertilisé azote et soufre, et surtout soufre, parce que les légumineuses sont des plantes qui sont très exigeantes, et aujourd'hui, la pollution atmosphérique ne nous en apporte plus, et donc on est contraint de défertiliser. Donc si on veut des légumineuses qui poussent bien, et en plus qu'elles sont associées à d'autres plantes qui sont aussi consommatrices de soufre, il va falloir en trouver quelque part. Donc là, on a fait 200 kilos d'un vinasol. C'est un engrais azoté soufré avec un petit peu de D'accord. Et potasse. pour aller contre l'idée reçue que si on fertilise une légumineuse, en fait, elle fixera pas d'azote ou elle découragera ses nodosités, qu'est-ce qu'on peut répondre? Disons que il y a un côté surfait au niveau légumineuse, et c'est une erreur de dire qu'elles sont autonomes en azote. Elles sont autonomes pour une partie de leurs besoins en azote. Et j'aime bien prendre l'exemple d'un petit pois. Ça a été bien mesuré par le Leva d'Angers, et entre autres Gwenaël Corellou et Joël Fustek. Et ils ont montré qu'un petit pois qui arrivait à produire 5 tonnes de graines, bon rendement, avait des besoins en azote pour les graines, pour les racines, pour les tiges, les pailles, les feuilles. La rhizodéposition a un besoin qui était de 385 à 400 unités d'azote. Donc en fait, les légumineuses ont tellement besoin d'azote qu'elles se sont mis à en fixer, mais elles prennent de manière privilégiée d'abord l'azote qui est dans le sol. Et une légumineuse qui est carencée en azote au départ, elle va patiner et elle va pas réussir à mettre suffisamment de panneaux solaires, de feuilles en place pour faire beaucoup de photosynthèse et financer la fixation symbiotique ensuite. Donc, il faut de la fertilité pour une légumineuse, d'autant plus qu'on ne travaille pas le sol et qu'on ne fait pas de minéralisation. Si on est en agriculture conventionnelle, souvent le travail du sol apporte cette minéralisation et fait que la légumineuse est entre guillemets autonome. C'est encore plus vrai lorsqu'on est avec des soja, qui est une légumineuse d'été, où là, des gens binent, on fait du binage, on fait de l'irrigation. Binage, irrigation, c'est de la. Il faut remplacer une partie de l'azote qu'apportent les activités de binage, de travail du sol et d'irrigation. Ok. Alors, les questions s'enchaînent. Il y a une question de Julien. Alors, j'invite Julien parce que sa question, c'est fertilisation sous quelle forme? Je ne sais pas s'il parle d'une fertilisation, enfin de la fertilisation dont tu parlais dans ton exemple ou en général. Donc, je l'invite éventuellement à préciser sa question. Mais est-ce qu'il y aurait des formes de fer à privilégier, d'autres à éviter? Comment tu vois les choses? Disons que pourquoi pas la partie organique, mais la difficulté avec une fertilisation organique, c'est que c'est toujours en retard. On a besoin de fertilisation ultra rapide. On a besoin de disponibilité quasi immédiate. Et donc, plutôt prendre des engrais à forte disponibilité immédiate plutôt que des engrais à disponibilité un petit peu échelonnée, voire engrais organique, où la disponibilité va être tardive. Parce que on n'a pas ce priming effect que fait le travail du sol. Et en plus, si on sème ces légumineuses ou ces mélanges dans des couverts végétaux ou une végétation ou des résidus, les résidus vont être également des consommateurs. Ok. Alors, en fait, il précise la question. La forme, l'azote, est-ce que on privilégie plutôt une forme amont ou urée?
Ça dépend de la saison, ça dépend du type de sol. Là-dessus, je sors un petit peu de mon schéma de compétences. Sur une période un peu plus chaude, on a plus tendance à prendre l'amont ou l'urée, parce que l'évolution va être assez rapide. Sur une période plutôt printemps, frais, euh, un petit peu d'azote nitrique rapidement disponible, ça fait pas de mal du tout. Ouais. En fait, ça revient à ce que tu as dit avant. L'urée reste une forme d'azote organique, hein, même si si elle est à la dernière Exactement, étape. Et ça me fait aussi penser exactement. que quand on parle d'azote disponible pour ceux qui sont en bio, on voit bien aujourd'hui l'efficacité du soufre élémentaire, qui est en gros la seule forme, euh, on va dire presque quasiment la seule forme d'engrais minéral qui est autorisé en bio et qui a à cause de ça un effet très très important avec une Hmm, localisation. tout à fait, tout à fait. Si je repasse un petit peu sur la suite, les prérequis indispensables à la pratique des mélanges. Alors, on avait volontairement glissé pas mal de choses. Ce qui arrive en tête, c'est avoir un salissement maîtrisé, trouver le bon dosage entre espèces. Mais on a aussi, donc il y a des problèmes mécaniques, avoir un semoir adapté, etc. On a aussi la problématique de trier la récolte et trouver un débouché commercial. Comment est-ce que tu vois l'organisation justement des filières? On sait qu'aujourd'hui, les OS et les filières veulent des productions, on va dire, pures, monoespèces, calibrées, triées, etc. Quel avenir tu vois dans le monde qui arrive justement du traitement post-récolte de mélange? Alors, je pense que c'est des choses qui vont évoluer, et ça peut évoluer positivement. On a bien vu déjà les difficultés lorsqu'on parlait des mélanges variétaux pour les céréales, les mélanges céréaliers, les mélanges variétaux. Ça paraissait impossible. À un moment donné, il fallait bien qu'on ait les variétés et on mettait les variétés dans chaque cellule, bien qu'on vide un peu tous dans les mêmes fosses. Non, si les agriculteurs se mettent à produire et qu'il y a un intérêt global à produire des mélanges, à un moment donné, la filière devra intégrer le tri, soit les agriculteurs le feront, soit les coopératives et les négoces sont obligés d'intégrer une partie du triage. Euh, et c'est essentiel qu'on commence à y réfléchir parce qu'il y a du bénéfice pour tout le monde à ce niveau-là. Et là, ça pourrait permettre un peu plus de progrès. Par contre, ça ramène à la première partie des questions de ce sondage-là. Et avant d'aller et que tout le monde ait besoin de trier des masses importantes, il faut qu'on commence à avoir un besoin assez, assez fort de mélange à trier. C'est un petit peu comme le colza associé. Aujourd'hui, comme tout le monde associe du colza plus ou moins, tout le monde propose des mélanges que l'on peut associer à du colza. Et donc, il y a des choix multiples. C'est adapté et à beaucoup de propositions aujourd'hui à ce niveau-là. Je pense qu'au niveau du triage, ça va le faire, mais il faut d'abord que les agriculteurs commencent à s'aventurer et trouver des combines et déboucher sur des associations. Première posée par Benoît Choreau. Euh, on a eu une discussion avec ces groupes à ce sujet-là et leur disais que on a réussi le colza associé. Euh, Demain, c'est le colza associé, mais avec des plantes qui sortent avec le colza. Et le colza peut sortir avec des pois, le colza peut sortir avec de la veste, le colza peut sortir avec de la févrole. Et au lieu d'avoir les foutus 3 tonnes habituels, eh bien, si on arrive à sortir 5 tonnes de camelote globale avec des protéagineux dans le colza qui viendront réguler un petit peu le niveau de production, on trouvera les moyens de mettre du triage en route.
ce sera beaucoup plus intéressant. Ok, juste pour rebondir là-dessus, en plus, on voit bien que ce sont des thématiques qui commencent à être travaillées par les filières, les coopératives, les industriels, etc. Donc, c'est pour renchérir sur ce que tu dis, je pense que c'est l'avenir très proche. On ne parle pas du tout de science-fiction là. Euh, Non, 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 non. Et il suffit que quelques-uns s'y mettent et c'est encore une fois, c'est l'agriculture de conservation, c'est ces réseaux-là qui vont initier ce dossier. voilà. Et on pourrait aussi rajouter sur le même chapitre, tu as Argentine qui connaissait des problèmes d'appro, etc. On peut très bien avoir des problèmes d'appro en azote demain, parce qu'on sait qu'on n'est pas autonome au point de vue énergétique en France. Et ce sont également, en fait, non seulement des pistes de sécurité, mais on sait aussi que l'azote a un impact énorme sur l'effet de serre, etc. Et aussi une nouvelle revalorisation de ce type de mélange avec la prise en compte des crédits carbone et du stockage de carbone dans les sols. Ouais, azote, protéines. Donc là, il y a énormément à aller chercher. Et aussi, avoir plus de facilité à faire de l'agriculture de conservation, puisque lorsqu'on va sortir d'un mélange céréalier, ou l'on va sortir d'un mélange colza, févrole, pois, pas, eh bien en fait, on n'a plus pas que des pailles de colza, pas que des repousses de colza. On aura aussi une diversité dans les pailles, dans les repousses, une capacité du sol à digérer, et on aura beaucoup moins ces stress qui font que on a un couvert qui démarre pas ou un colza qui démarre pas bien derrière les pailles et les limaces qui sont plus dessus. Par contre, et ça c'était le premier niveau dans les questions, il faut vraiment construire des rotations, être sérieux et avoir des champs relativement propres. Les associations permettent de limiter le salissement à partir du moment où le salissement est déjà très bien géré et se garder toujours en repli pour au moins les conventionnels. Donc on est plutôt sur des mélanges dicotes à des moments donnés, ou des mélanges graminés à d'autres moments, ou des mélanges comme on l'a testé, seigle et lin, qui donnent de très bons résultats, qu'il faut continuer comment travailler dans ce sens-là pour le valider, mais où on a quand même une gamme de programmes de désherbage qui permettent de rester en contrôle. Parce que ça peut rapidement être la jungle et rapidement nous échapper. Très bien. Et je vois une autre question de Julien qui dit, hormis la problématique de battage du maïs grain, quelle distance inter-rang faut-il préférer? Et est-ce qu'une association est possible avec une autre plante? Alors, je ne sais pas s'il fait référence au dernier TCS où il y a tout un article qui est consacré à des maïs effectivement qui sont excessivement écartés. Est-ce que justement cette question de l'écartement n'est pas une opportunité pour travailler un petit peu différemment? Alors, si je reviens sur l'article du dernier TCS, en fait, il faut bien qu'on se mette dans un fonctionnement différent des Nord-Américains. Nos amis nord-américains, canadiens, états-uniens ont vraiment de grandes difficultés à installer des couverts à la sortie de leur maïs grain qui se fait dans le début de l'hiver. Et donc, le plus gros bénéfice, s'il relie l'article, le plus gros bénéfice qu'ils ont, c'est de réussir à implanter un couvert et les bénéfices, ils l'ont sur le soja de l'année d'après. Parce que le soja est implanté derrière un maïs grain et il y a eu des plateformes de couverture qui a accompagné avec une reprise de végétation au printemps. Euh, alors après, il faut qu'on repositionne différemment le maïs. Chez nous, le maïs, quand il est assolé, vient souvent comme une plante de nettoyage dans les rotations. Et donc,
plusieurs plantes dans les maïs et c'est pour ça que ça nous pose pas mal de soucis. Les scénarios nord-américains travaillent pas mal avec du Roundup Ready et ils n'ont pas d'herbicide résiduaire. Ça facilite quand même pas mal, ça leur facilite pas mal les choses. Euh, Aujourd'hui, c'est à tester, ce maïs en rang écarté, mais il va falloir on n'a pas des améliorations de rendement en maïs, va falloir qu'on trouve d'autres avantages à côté. Alors peut-être un fourrage après la récolte du maïs ou peut-être un fourrage complémentaire si on arrive à ensiler le tout, mais ce sera des avantages complémentaires au maïs, mais ça va être un petit peu compliqué. La solution que l'on chez nous aujourd'hui, et je reste dans ce sens-là, c'est de resserrer plutôt les rangs, parce que ça nous améliore notre couverture, notre désherbage. C'est une meilleure répartition et ça, pour l'instant, c'est la solution assez simple qui donne de, de bons résultats. Après, il faut continuer à travailler et regarder différemment, mais de là à imiter, je suis encore sceptique. Ouais, juste pour aller dans ton sens, l'idée, c'est pas forcément, enfin, c'est d'avoir une alimentation qui est cohérente et c'est pas forcément d'associer tout. Et c'est vrai que comme le maïs reste souvent une cartouche de désherbage qui est très efficace avec encore peu de résistance, autant être efficace sur d'autres cultures où il y a plus de potentiel et puis conserver le maïs entre guillemets en termes de désherbage comme avant on conservait un labour occasionnel par exemple, non? C'est comme ça que je le conçois, moi, sur mon exploitation, en tout cas. Le maïs, c'est vraiment ma plante de nettoyage. Ça me permet de faire des orges derrière, quasiment sans antigraminées, voire un petit antidicote pour cosmétique. C'est ce qui me permet de réussir ce type d'association à 4-5 espèces derrière. C'est parce qu'on arrive à faire des maïs propres et les cultures qui suivent sont en général très propres. Donc, je 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 m'amuse pas trop avec le maïs et c'est plutôt après, c'est une belle porte d'ouverture pour faire autre chose. Ok. Alors Ceci étant, ceci étant dit, Mathieu, excuse-moi, j'ai mis cet article-là et je regarde ce que font nos amis nord-américains parce que c'est toujours intéressant d'aller piocher et d'essayer de comprendre le raisonnement et les ouvertures que sont en train de travailler d'autres collègues sur la planète. C'est souvent compliqué de faire du copier-coller. Par contre, de s'en inspirer pour des fois sur une autre culture, je pense encore au tournesol, il y a certainement d'autres façons de voir et ça va certainement nous apporter des idées pour faire progresser des dossiers qui bloquent chez nous. Mais le copier-coller, j'ai un petit peu de mal encore là-dessus. Ok, alors je vais te poser en fait une double question. Il y a une question un petit peu d'ensemble posée par Benoît, en fait, qui fait écho à une question posée par Johan Cherami. Je vais te lire d'abord celle de Benoît, qui est un petit peu plus sur une vision d'ensemble, puis après je te lirai celle de Johan. Donc Benoît nous dit, la révolution verte se passe plus vite chez les agriculteurs et par conséquent chez les organismes stockeurs, mais l'aval de la filière semble moins sensibilisé aux questions de culture associées, par exemple. Néanmoins, nous avons besoin d'eux et de leur accord pour pouvoir valoriser directement des mélanges et répartir au mieux la rentabilité entre tous les acteurs. Comment les faire changer d'optique sur l'évolution du système de production et sortir de l'approche tubulaire? Donc tu gardes ça en tête. Et la question de Mhm. Johan. Bonjour, je suis tenté par les mélanges d'espèces, mais je n'ai ni trieur ni cellule de stockage et je m'interroge sur les débouchés. Est-ce rédhibitoire? Alors, je vais commencer à répondre Excusez-moi, c'est oui, c'est à pas une Johan. Vincent, c'est pas une question de Johan, c'est une question de Vincent Horry du 54. Johan, c'est une autre question. Ah bah, je vais commencer à répondre à Vincent alors. Euh, alors, déjà, un mélange d'espèces, c'est le moyen de se faire déjà des fonds de couvert, tout simplement, hein.
C'est pour ceux qui veulent se faire du fourrage, c'est le moyen de se faire un peu de fourrage multi-espèces. Donc, on a besoin de graines. Et les graines sont un des intrants majeurs de l'agriculture de conservation. Euh, donc, faut trouver des combines pour arriver à faire de la graine. Et à partir du moment où on commence à avoir des graines, on commence à avoir un peu d'association. Alors, je dis pas en avoir 800 ou 1000 tonnes sur la ferme, mais à partir du moment où on commence à en avoir 10, 20, 30 ou 40, 50 tonnes, là, on peut commencer à envisager de soit on passe à un trieur perso, soit on trouve quelqu'un qui a un trieur local et on le fait trier. Et puis, c'est progressivement les pistes s'ouvrent, hein. Moi, je vois bien, hein, il y a des relations qui sont en train de s'ouvrir parce que il y a une demande, il y a un intérêt, et il y a des gens qui ont des compétences. Alors, je vois aussi des marchés s'ouvrir qui existent en conventionnel comme en AB, de récoltes déjà mélangées qui sont vendues directement à des éleveurs. Parce qu'il y a des éleveurs, par exemple, de la févrole triticale, ben, on a presque un mélange céréalier quasiment tout fait. Il y a peut-être besoin, en fonction du niveau de récolte, homogénéiser, enfin rééquilibrer un petit peu s'il n'y a pas assez de triticale ou un peu trop de févrole ou de réajuster. Mais ça peut trouver un marché assez rapidement sans même passer par le triage, sans même passer par le triage, simplement passer par du réajustement. Donc, ça me permet de remonter à la question de Benoît. Je pense que c'est encore une fois, c'est être un petit peu sans bout sur la filière, de commencer à les accompagner. Et puis, ben, progressivement, ça peut être une production de mélange de graines de couvert, ça peut être une production de mélange pour les graines de métail. Il y a certaines graines qu'on va pouvoir extraire, d'autres qu'on ne pourra pas extraire, mais ce sera un mélange qu'on pourra exploiter autrement. Il ne faut pas oublier que la majorité des plantes que l'on évoque, que ce soit des pois fourragers, que ce soit de la veste, on est sur des graines, on est plutôt sur des valeurs de 1000 euros la tonne ou plus. On n'est pas sur des valeurs de 150 euros la tonne comme les céréales conventionnelles. Donc, ramasser 500 kilos de veste ou une tonne de veste dans des colzas, il y a de l'argent et il y a des possibilités de trouver les moyens de sortir la veste, même si à un moment il y aura un peu de colza et de veste qu'il faudra trouver une combine pour l'utiliser, quoi. Ok. Alors, je te propose qu'on revienne à des questions plus opérationnelles maintenant. Oui. La première, donc je ne sais pas si c'est Julie ou Michael Gauzet, qui dit: Bonjour, je suis nouveau sur les formations. Je viens des Hauts-de-France, à Saint-Omer. J'ai fait un métail Régras Vesse Trèfle. Je pense mettre un colza fin juillet. Quelle association y mettre et comment gérer le couvert présent? Alors, c'est du régras, veste et trèfle, hein. Régras Vesse Trèfle. Alors, le trèfle, j'imagine, je sais pas si c'est un trèfle violet ou trèfle incarnat, je Ouais, sais oui, pas. ça peut être un trèfle incarnat Hmm. souvent qui est mis. Alors, donc le trèfle incarnat va pas être très dangereux. Le métail risque d'être récolté en fourrage ou a été récolté en fourrage. Euh, il- Si c'est un régras, peut y avoir une deuxième récolte. La difficulté qu'on a là, c'est le régras déjà. On a une plante sur lequel ça va être très compliqué d'implanter en direct un colza. C'est des situations, surtout si on a une récolte ou deux récoltes, on sera quasi obligé de passer par un strip-till ou un pré-traçage pour vraiment avoir un sillon qui est favorable pour mettre un colza. On risque d'avoir un sol qui est assez dur en surface. Ensuite,
comme on aura eu beaucoup de récoltes, en fait, on a exporté toute la fertilité, même si c'était des vestes et du trèfle en majorité, mais on a exporté toute la fertilité. Donc le champ risque d'être vide en termes de fertilité, vide en termes d'eau et en termes de structure. Je te Donc coupe pas juste, ouais, je te oublier, coupe Frédéric. Donc, ouais, il nous apporte des précisions. Donc, les trèfles, ce sont du Micheli et de l'Incarnat, donc ça confirme. ouais, ok, Et il doit y avoir une deuxième coupe en plus. Donc ça revient à cette ouais. question de fertilité que tu viens d'aborder, hein. Ils vont être vidés, ça m'étonne pas, ouais, c'est tout à fait logique, hein. Donc, strip till, localisation de ferti, et puis après, bien pour les espèces mettre derrière, il a tous les choix possibles, sachant que les légumineuses qu'il mettra dans son colza ne vont pas lui apporter d'azote à son colza. Il va falloir qu'il fertilise pour que son colza démarre. Donc après, il peut mettre un peu de févrole dans son colza, il peut mettre, voir un petit peu de sarrasin, il peut mettre un peu de lentilles, il peut mettre un peu de fenugrec, il a tout, tous les choix sont possibles, mais surtout qu'il ne pense pas que les légumineuses, s'il met des légumineuses, lui aideront son colza à trouver de la fertilité immédiatement. Il va falloir qu'il aide son colza. Alors, je pense qu'il est aussi éleveur. Le piège, ce serait de rapporter du fumier avant. Euh, alors, ça apportera de la fertilité, mais là, on retombe dans de la fertilité qui est organique. Et le sol en été ne va pas digérer, refournir la fertilité, la fournira un petit peu plus tard en automne. Donc, certainement besoin de donner le petit coup de pouce au départ. C'est être très prudent là-dessus. Alors, avant de te poser une question, là, cette fois de Johan Cherami, j'ai envie de te poser une question. Tout à l'heure, tu nous as parlé de seigle-lin, en abordant à la va-vite le sujet. Est-ce que tu peux nous donner quelques précisions techniques sur les essais qui ont été faits, comment ça marche, à quelle dose, quelles sont les précautions, etc. Et j'ai pas compris le début, Mathieu. Excuse-moi, je disais, j'avais envie de revenir. Tu as abordé, tu as évoqué très rapidement tout à l'heure le mélange seigle avec du lin, et je voulais que tu reviennes un petit Oui. peu techniquement dessus. Alors, disons que on est plutôt sur une dose de, pas seigle, hein, triticale. Triticale. Triticale là. Hein, on est plutôt sur une dose triticale normale et un demi-lin en dose de semis. L'intérêt, c'est que on peut utiliser de l'allier comme désherbage. On peut aller assez loin en termes de désherbage. Le lin attend bien le triticale en termes de maturité et ça se récolte beaucoup mieux que du lin tout seul. En fait, il y a de la matière à monter, à couper, il y a de la matière à monter dans la machine et je tiens à rassurer euh, quand même pas mal de gens qui nous écoutent ce soir. On est souvent surpris de la capacité à abattre à partir du moment en maturité, si on a des plantes qui tiennent debout, c'est, elles arrivent pas en même temps en maturité, mais elles arrivent à attendre. Et donc, quand on bat, ça fonctionne généralement beaucoup mieux qu'on ne le pense. Hein, j'avais une question tout à l'heure sur la problématique avec la moissonneuse-batteuse pour récolter. J'ai toujours été surpris. Il nous arrivait quelques galères, hein. Mais j'ai souvent été surpris dans le bon sens. C'est là, l'un triticale, ça se passe très bien au niveau récolte, beaucoup mieux que le lin tout seul. Et ensuite, le triticale et le lin, c'est des plantes qui sont assez faciles à trier, quoi. C'est aussi au départ, hein, quand on pense à un mélange, qu'on va vouloir faire du tri, il faut envisager si le tri va être facile. L'intriticale, ce sera facile à faire. C'est peut-être en plus un produit qui intéressera la filière bleu-blanc-cœur, hein. Pourquoi pas? Bah, déjà le lin. Après, le mélange est peut-être intéressant parce il sera tout fait, quoi. Donc juste petit complément sur la question tout à l'heure avec le colza qui arrivait derrière une dérobée fourragère. Euh,
Donc, on te demande sur la fertilisation pour ce colza, quelle quantité d'azote conseiller, sachant que cette personne est un éleveur bovin allaitant et il fait aussi de la volaille de chair. Donc, j'imagine qu'il y aura des grandes quantités Ouais, d'engrais de ferme. j'imagine il y a des flux, mais avoir, allez, entre 15 et 20 dans la ligne N, dans la ligne de suivi ou un complet pour lancer l'affaire. Après, je suis sûr qu'une fois que l'humidité va venir derrière, que l'automne va arriver, le sol, il a de l'autofertilité, il accompagnera très très bien. Mais le démarrage, surtout si on fait une deuxième coupe, euh, faut envisager que dans le secteur de Saint-Omer, on est quand même dans des zones assez fertiles, avec un climat sympa. Si la première coupe emmène 5 tonnes, 5-6 tonnes, et la deuxième emmène 3 tonnes, on va plutôt être à 8 tonnes ou 9 tonnes de matière, avec des légumineuses et du raigras dedans. Euh, on peut emmener déjà 200 unités d'azote avec tout ça, hein. Donc, on a déjà vidé le sol, 200 unités d'azote, 150 de soufre. On va envoyer 50 à 60 de phosphore, on va envoyer 250 de potasse. Tout ça, c'est parti dans le métail. Ok, donc question suivante de Johan Cherami. Pourriez-vous nous fournir des pistes de blé ou d'orge d'hiver associées sur le modèle des colzas associés? Quelles sont les valeurs sûres et quelles sont les principales erreurs de débutants à ne pas faire? Alors, on a un petit, on n'a pas autant de recul qu'avec les colzas, hein. Là, c'est plutôt, on est plutôt à tâtons là-dessus, hein. Il n'y a pas des choses qui sont validées. Alors, euh, on sait très bien que si on sème dans des repousses de sarrasin, on sème dans des repousses de soja, ça va très bien se passer. Au contraire, les conserver comme plante d'accompagnement, et les premiers gels vont les dégager, et ça fait ça fait vraiment merveille. C'est un peu plus compliqué si c'est des crucifères, parce que là, on va rapidement rentrer en compétition, surtout si on est dans des systèmes qui sont assez limités en termes de disponibilité. Euh, donc aujourd'hui, on est plutôt sur des légumineuses, et c'est clair que la févrole euh, a vraiment un effet un peu booster au moment de l'installation d'une céréale. C'est une plante qui démarre bien, qui s'installe bien, et on voit les céréales autour de la févrole il semblerait qu'il y a une partie des exudats racinaires de la févrole qui contient un peu d'azote urique, et elle a un profil exudat racinaire qui est un petit peu spécifique, et certainement lié à ça. Elle a aussi une très grosse graine, et ça lui permet d'envoyer beaucoup d'exudats racinaires, de dynamiser pas mal le sol. Certainement un petit peu ça aussi. Mais c'est une plante pour démarrer qui est un peu embêtante, parce que il faut en semer 80 kilos de févrole, si je dois donner un chiffre. Ça fait rapidement un volume, mais c'est intéressant. Ce qui me permet de ramener au point que l'on a évoqué tout à l'heure. Faut absolument être dans des conditions où on n'a pas besoin de désherber dans la première partie de l'installation de la céréale. Sinon, ça ne sert à rien de, de s'entêter à associer. Vaut mieux travailler à mettre en place une rotation et des pratiques qui permettent des installations de céréales et qui sont relativement propres le premier mois ou les 2, 3 premiers mois, et d'arriver à du désherbage un petit peu plus tard. Sinon, on ne profitera pas de l'intérêt d'une association de céréales.
Alors, ça va permettre d'embrayer sur la deuxième partie de la question de Johan. Mais avant, j'ai juste envie moi, de t'en poser une. La févrole, en fait, c'est la plante magique dans tous les cas. Dans le colza, dans le blé, c'est le meilleur précédent maïs qu'on connaisse, etc. Grosse graine, facile à semer, ça lève, ça se détruit bien. Euh, Même dans les mélanges, est-ce qu'on ne devrait pas faire attention à des risques, notamment des risques sanitaires? On sait que la févrole est une plante qui tombe facilement malade. Qu'est-ce que tu en Hmm. penses? On la met à toutes les sauces, on fait des vides sanitaires, comment on gère? Non, il va falloir être prudent à ce niveau-là. On commence à voir dans le sud-ouest où il y a une surutilisation de la févrole dans les couverts et où on commence sur certaines exploitations à être limité dans son utilisation, voire arriver des maladies, parce que la févrole, elle revient quasiment tous les ans. Donc là, c'est euh, un petit peu disons, dangereux. Donc, dans une situation maïs févrole, c'est bien, mais on peut mettre la févrole une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans, avoir des couverts qui varient, même si la févrole est intéressante. Ça va être la même chose dans les associations. Donc, si on fait un colza associé avec de la févrole, ben, le blé après, il faudra éviter, parce que si on met de la févrole partout, on arrivera très rapidement à une limite d'utilisation de la févrole. Donc, toutes les plantes, il faut qu'on arrive à trouver l'endroit où on va pouvoir profiter au maximum de leurs bénéfices, et puis après avoir une forme de vide sanitaire qui est un peu plus compliqué à faire à partir du moment où on fait des mélanges. Ce qui permet, Mathieu, dire que de raisonner ou de vouloir raisonner une ferme euh, en, avec que des couverts permanents, une ferme qu'avec des associations, une ferme qu'avec des mélanges céréaliers, c'est pas possible. C'est simplement des outils que l'on peut mettre ponctuellement dans un segment de la rotation. Et ensuite, on repasse à un segment solo. Et puis après, on va avoir un segment avec une couverture permanente. Et puis après, on va retrouver un segment solo. Et après, on va retrouver un segment avec une association ou un mélange. Mais faut conserver cette diversité. On ne va pas avoir des mélanges partout. Ok. Alors, on arrive à la dernière question. Enfin, dernière question. Alors, je dis dernière question, c'est la dernière que j'ai. Si vous avez encore des questions, profitez-en. Ça va être les dernières qu'on va aborder ce soir. Donc, la question, deuxième partie de question du Johan, et ça revient à ce que tu as dit sur le profil de la févrole sur ses exudats racinaires. Donc, il te dit une première question sur un sujet peu commun pour moi, la mycorhisation des blés. Lors d'une formation, on nous a conseillé, en plus d'un mélange de variétés modernes, entre guillemets, d'ajouter 10 à 15 kilos de blé ancien. Ces derniers étant plus mycorhizables que les modernes. Ils pourraient mycorhizer ou aider à la mycorhisation du reste du blé semé. Qu'en pensez-vous? Utopie, avez-vous connaissance de retours d'expérience sur ce sujet? Merci. Euh, c'est une question compliquée pour une dernière question. C'est l'avant-dernière, il y en a une autre encore. Ok. Euh, il faut bien. Disons que aujourd'hui, d'une certaine manière, il y a un énorme engouement pour les mycorhizes, la mycorhisation, etc. J'ai même participé à un projet CASDAR avec la Chambre d'agriculture de Dordogne, Mycoagra, qui regardait l'impact mycorhisation sur les maïs et sur des vergers de noyers. Et donc, ce projet a permis de montrer qu'à partir du moment où on mettait des couverts végétaux et des couverts multi-espèces, et qu'on était en agriculture de conservation, on faisait quand même très nettement monter le niveau mycorhizien des sols. A montré aussi que des plantes telles que le maïs, une plante qui est très mycorhizogène, donc souvent peu mis en avant pour ces propriétés-là, mais c'est une plante très mycorhizogène. Donc intéressant, mais ça a permis de clarifier aussi
que les mycorhizes sont, comme l'ensemble de l'activité biologique du sol, hein, sont que la courroie de transmission de la fertilité. C'est si on n'a plus de fertilité, bien les plantes vont faire appel à beaucoup de mycorhizes, mais s'il y en a plus, les mycorhizes ne pourront pas transmettre de la fertilité qui n'existe pas. Mais ça va coûter beaucoup d'énergie à la plante. Et donc, ensemencer un sol en mycorhize, ça peut donner un petit coup de pouce au départ. Alors on peut mettre quelques variétés anciennes. On peut mettre aussi un sol où il y a eu des mycorhizes qu'on mélange un peu avec les graines ou qu'on mélange avec la terre d'une autre parcelle pour ensemencer un peu la parcelle. On peut acheter des mycorhizes, mais la manière dont on cultive, à partir du moment où on fait du non-labour, du semi-direct de préférence, à partir du moment où on a une rotation diversifiée, qu'on a des légumineuses dans la rotation des associations, à partir du moment où on est limite dans l'utilisation des fongicides, la capacité, disons, mycorhize va se développer. Et après, variété ancienne, variété nouvelle, oui, il y a eu des différences de sélection. On a moins fait attention au fonctionnement des mycorhizes sur les variétés nouvelles. Alors après, c'est pas parce que c'est une variété nouvelle qu'il n'y a pas de mycorhizes, c'est pas parce que c'est une variété nouvelle qu'il y en a beaucoup. Il y a des différences entre les variétés nouvelles. Et les variétés anciennes étaient souvent dotées ou étaient plus mycorhizées parce que souvent elles se développaient dans des sols qui étaient beaucoup moins fertilisés, beaucoup moins fertiles même. Donc elles utilisaient tous les artifices pour trouver ce qui restait dans les parcelles. Donc elles sont plus mycorhizées ou plus aptes à se mycorhizer. Mais dans un premier temps, je travaillerai plutôt à développer globalement, grâce à l'agriculture de conservation, les mycorhizes dans ma parcelle et puis des variétés à peu près conventionnelles. Si on est agriculteur conventionnel, donne de bons résultats et auront des réponses correctes là-dessus. Très bien. Donc, dernière question. Donc, toujours Michael, qui est l'éleveur là du côté de Saint-Omer. Euh, Comment associer les pommes de terre conso? Quelle plante pour ne pas gêner l'arrachage? Et juste avant que tu donnes ton avis, moi, je pense à Victor, le forestier, qui a pas mal travaillé le sujet, et je pense que il faudra qu'on organise quelque chose pour parler pommes de terre avec lui, éventuellement pommes de terre et betteraves. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais. Ouais, je vais pas prendre la place de Victor là-dessus parce que j'observe ce qu'il fait, hein. J'observe que des agriculteurs producteurs de pommes de terre tentent de faire. Euh, je suis pas producteur de pommes de terre, simplement dans mon jardin. Euh, ce que la personne qui est la plus avancée pour moi sur la planète, c'est Brandon Rockey aux États-Unis, au Colorado. Il est dans un contexte pédoclimatique complètement différent. Il est dans du sec complet, il irrigue, mais c'est quelqu'un qui fait du plant de patate et qui a commencé par hasard les pommes de terre. Par hasard, parce qu'en fait, il avait commencé les couverts végétaux et ses couverts de vesses et ses couverts de petits pois et de sarrasin ont fait des graines et s'est retrouvé. Donc aujourd'hui, il sème de manière préférentielle des pois, de la facélie, je crois, de la vesse et dans ses buts de patates en même temps qu'il sème les pommes de terre. Il essaye de les accompagner. Donc tout ça, c'est des fanés en même temps que la pomme de terre. De son côté, a testé la même chose. Euh, on peut pas dire que c'était concluant, c'était surprenant. Ça, il y a un espace, ce serait aussi le moyen de très rapidement de limiter les problèmes d'érosion, d'avoir des plantes qui se développent.
et puis qui se retrouvent, qui font leur vie avec la pomme de terre et qui se retrouvent dépanés avec la pomme de terre et qui, comme les tiges de pommes de terre sont des petits pois, je vois pas un problème des fans de petits pois dans une arracheuse à patates. Ça va sortir avec les fans de pommes de terre, ça va pas embêter la récolte. Donc, plutôt que faire des pommes de terre en direct, parce que ça on ne sait pas et puis on ne voit pas l'astuce, aujourd'hui l'angle qui commence à être pris, c'est plutôt de la butte d'automne, avec déjà un couvert dessus, planté dans cette butte d'automne. Ça demande de gérer encore une fois la fertilité différemment, quand on voit le travail qui est fait au printemps. Et puis ensuite, un peu d'association avec la pomme de terre. C'est des pistes qui commencent à émerger chez les pionniers en agriculture de conservation, mais je pense que ce sera essentiel de faire le point avec Victor sur ce Voilà. Je dossier-là. pense qu'on aura l'occasion de faire le même genre d'événement avec lui. C'est quelque chose auquel il va falloir qu'on réfléchisse. Donc, je vous propose que, voilà, comme il n'y a plus de questions et puis que ça fait déjà plus d'une heure qu'on est en ligne, je vous propose qu'on arrête pour ce soir. Si je reprends mon agenda et votre agenda, donc pour ceux qui suivent, qui sont inscrits au rendez-vous d'une campagne agricole, ne ratez pas, on reprend le process normal, donc vous verrez nos figures, etc. On sera en audio. La prochaine date à noter dans vos agendas, c'est donc le lundi 25 mai à partir de 19 heures, comme d'habitude. Cette fois, on parlera d'élevage. Alors attention, hein, c'est pas réservé aux éleveurs, c'est aussi comment réintroduire intelligemment l'élevage dans les systèmes céréaliers. Et c'est quelque chose que Et et la méthanisation, méthanisation également. on fait les deux. Et donc il y a ça. On fait Et les deux. également, on organise 2 jours après, donc le mercredi 27 à 19 heures au soir, un webinaire spécial avec notre partenaire Sol Capital. Alors ça, Sol Capital, c'est donc en fait une entreprise belge qui travaille depuis très longtemps sur l'agriculture de conservation, un peu partout sur la planète. Et ils viennent de lancer un outil qui permet justement d'apprécier un petit peu la performance économique des systèmes d'agriculture de conservation. Ça s'appelle MySoil Capital. Ça permet aussi de regarder un petit peu la capitalisation en carbone et demain peut-être une éventuelle monétisation. Et ça sera le 27 mai 19 heures. Ça sera accessible gratuitement à tout le monde et en direct sur YouTube. Et de notre côté, on reprendra le rythme habituel avec la date initiale, donc c'est le lundi 22 juin, qui sera le dernier rendez-vous avec Frédéric pour cette année. On est en train de vous contacter le programme de l'année prochaine et ça va changer et ça va dépoter. Mais en attendant, le dernier rendez-vous, ça sera le 22 juin. On comptait le faire à Genève, du côté de chez Pascal Boivin et Nicolas Courtois. Je pense qu'on restera en France, peut-être à Nantes ou peut-être en Sologne. Voilà, pour ma part, je vous salue, je vous dis à la prochaine fois et Frédéric, je te laisse le mot de la fin. Mais écoutez, c'est à chaque fois, ces derniers webinaires, une nouvelle expérience. Euh, Là, vous avez le son, vous n'avez pas l'image. J'espère que la prochaine fois, on pourra voir les deux. Donc, d'ici là, je vous souhaite pas un bon déconfinement, puisque la majorité d'entre vous, vous avez été confinés dans vos fermes, mais vous avez continué de travailler. Je vous souhaite de bien continuer la saison là, qui pour nous se passe pas mal. Et puis on fera vraiment le point le 25 mai sur méthanisation et élevage. Ce sera mené en parallèle parce que il y a beaucoup de similitudes en fait. C'est simplement une panse vue différemment lorsqu'on raisonne méthanisation et on faut les relier avec le sol. Donc ça nous amène plein de points intéressants et des compléments qui vont bien en agriculture de conservation. Merci à tous et à très bientôt.